Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre l'émission Point de vue en ce dimanche 28 août 2016. Il y a une semaine, la distribution de l'électricité était mise à rude épreuve avec l'incident survenu au niveau de la centrale de Thiès, relançant ainsi le débat sur la politique menée dans ce sous-secteur de l'électricité. Au même moment, beaucoup de bruit autour de la découverte de pétrole au large des côtes sénégalaises. Alors, deux repères qui nous orientent vers le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, M. Thierno Alassane Sall. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on a suivi l'évolution de la situation au lendemain de cet incident dont je viens de parler. L'enquête va certainement révéler les causes, mais déjà, il y a peut-être une chose constante, c'est que l'histoire a révélé une situation de vulnérabilité peut-être de nos installations, non? Parfaitement. Je dois d'abord saluer l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs de RTS à travers le monde et renouveler encore une fois nos excuses par rapport à cet incident majeur, fort regrettable, qui survient après quand même, il faut le remarquer et le noter, une longue période d'accalmie. Je dois préciser d'ailleurs que ce n'est pas en tant que tel une centrale, puisque c'est un poste de transformation. Vous savez que l'énergie est produite dans des centrales, puis transportée vers les différentes villes et vers les différentes installations d'utilisation par des lignes à haute tension. Et en arrivant dans donc, ces villes ou ces installations, on a besoin d'un centre de transformation pour passer de la haute tension à la moyenne ou à la basse tension pour l'usage. Donc ce centre de transformation du poste de Thiona était là depuis 1957. Et entre-temps, la ville a fortement grandi pour cerner définitivement le centre et des habitations sont jouxtes, non seulement le centre, mais les lignes à haute tension et les lignes à basse tension qui convergent vers ce centre ou qui partent de ce centre, de ce poste de transformation, surplombent beaucoup d'habitations et autres installations. Et c'est le cas dans la plupart des villes du Sénégal ou le long de nos lignes à haute tension. Vous voyez des lignes de 225 kV, de 90 kV qui surplombent des maisons, des abris précaires tels que des ateliers de vulcanisateurs, des amas de bois et beaucoup d'autres installations. Qui posent un problème de sécurité publique. Qui posent réellement un danger qui constitue autant de menaces à nos installations. Parce que simplement, vous voyez par exemple, durant la période de pluie, les gens qui vont s'abriter sous des arbres, ils sont plus victimes de foudre parce que la foudre est attirée par les arbres. Tout comme la foudre est attirée par des installations en zinc ou en tôle ou en autres qui ne doivent pas être sous les lignes à haute tension, qui bénéficient de leur protection. Donc nous avons une vulnérabilité que nous avons déjà soulignée. Des mesures ont été prises. Rien qu'autour de Bel Air, par exemple, il y a eu des destructions répétées d'installations ou de postes ou de cantines ou de magasins, ou etc. Le long de Bel Air et autour du centre de Hann. Mais chaque matin, une fois la destruction faite, les mêmes activités, les mêmes gens reprennent. Et le long des lignes du Sénégal, vous verrez des situations assez incroyables. Par exemple, sur la sortie de l'autoroute à péage, il y a un monsieur qui a construit, une personne en tout cas, qui a construit un habitat à usage domestique. J'inviterai toutes ces personnes à regarder les images de ce qui s'est passé à Thiès, à la cité Ousmane Ngom, où il y avait une tension, disons, de 30 000 volts, c'est même pas du 90 ou du 220, et de voir les dégâts importants qui ont été causés. Et de dire qu'au-delà de ce que l'État doit faire pour les amener à sortir, elles-mêmes devraient penser à leur propre sécurité. Parce que chaque personne adulte est responsable de sa propre sécurité d'abord et celle de sa famille. Et ce que les images ont montré à Thiès, c'est... Donc, il se trouve d'ailleurs que quand on est allé avec la presse, il a été loisible à chacun de constater qu'un autre poste était en train d'être construit pour renouveler l'ensemble des équipements pour 2,5 milliards et la livraison va être faite en février 2017. Ceci corrobore ce que nous avons toujours dit, qu'un plan est en train d'être établi pour, après avoir réglé les problèmes de production d'électricité, parce qu'en 2016, par exemple, on va livrer 250 MW
de capacités nouvelles, de centrales nouvelles. En 2017, 250 MW. C'est-à-dire qu'en 2 ans, l'équivalent de ce qu'on a trouvé ici en 2012. Donc la production, elle est réglée. Elle est en voie d'être réglée. Reste le problème du transport et la distribution, nous nous y attaquons. Vous avez vu toutes les tranchées à Dakar et à l'extérieur. Nous sommes en train d'améliorer le réseau. Mais quels que soient les efforts faits, je rappelle souvent, l'État ne peut pas mettre un soldat ou un gendarme ou un surveillant derrière chaque poste électrique, derrière chaque ligne à haute tension, derrière chaque pipeline, parce que là aussi le problème se pose, derrière chaque château d'eau ou chaque kilomètre de voie ferrée. Donc il y a un comportement civil citoyen, voilà. Mais on susurre également un sabotage. Est-ce que vous y croyez, franchement? En tout état de cause, vous savez que Senelec va produire ses rapports, mais les rapports de Senelec seuls ne nous suffisent pas. Ce n'est pas le cas certainement, puisque j'ai vu moi-même que le poste a fait l'objet je vais à vérifier ça, le poste a fait l'objet d'entretiens régulièrement. Et la dernière en date, c'était le dernier en date, c'était une semaine avant notre passage, avant cet incident majeur. Donc, il y aura la commission de régulation du secteur de l'électricité qui va faire aussi son investigation et son rapport indépendant. Et s'il y a lieu, mais je pense dans une démarche d'éprouver davantage notre système et la faculté de notre système à résister, s'il y a lieu, nous allons recruter des cabinets habilités pour voir dans quelle mesure ces incidents majeurs doivent être prévenus. Mais à coup sûr et de manière certaine, l'une des sources de danger les plus prégnantes aujourd'hui, c'est la cohabitation de nos lignes à haute tension avec les... D'accord. En termes de solutions définitives ou structurelles, vous avez parlé de ce plan d'action prioritaire qui prévoit la construction d'un nouveau poste pour 2 milliards de francs CFA. Alors au-delà, on l'a vu, hein, c'est vrai, ces derniers mois, l'inauguration de centrales comme... Taïba Ndiaye, Boutout, Cap des Biches, etc. En clair, une augmentation de la capacité de production énergétique. Pour quel impact? Ça aussi, on est en droit de le demander. Le plan d'action prioritaire va d'ailleurs améliorer le réseau de transport. Je vais vous dire par exemple l'impact. C'est qu'aujourd'hui, à Goudiri, à Médina Yoro Foulah, l'électricité est produite de 19h à 1h du matin, distribuée. Parce qu'il y a des centrales secondaires qui ne sont pas très performantes et dont le coût d'ailleurs, rien que le coût de production, le carburant seulement n'arrive pas à être couvert par les factures collectées par la zone de ressort. Donc, on va mettre des lignes à haute tension qui interconnectent mieux le pays. Tambacounda, Kolda, Ziguinchor, pour mieux améliorer, et on va améliorer les réseaux significativement autour de Sédhiou, Médina Yoro Foulah, etc. Toutes ces villes qui avaient, ou même Tamba, qui dispose de sa centrale propre, va être mieux disposée d'une alimentation de meilleure qualité. Cette production va aussi servir, ne l'oublions pas, la moitié du Sénégal n'est pas connectée. Parce que le monde rural, qui représente à peu près 50% de la population Bamou, a un taux d'électrification relativement faible. Sous ce rapport également, il est important de rappeler qu'en 2012, nous avions moins de 2000 villages, un peu plus de 1900 villages électrifiés. Aujourd'hui, vous avez... En 4 ans, nous avons mis près de 1200 villages électrifiés. C'est-à-dire qu'on a augmenté en termes de villages 70% d'augmentation de l'électrification. Maintenant, un autre taux, un autre paramètre qui est utilisé, qui est le nombre de ménages raccordés, baisse un peu cette performance parce que, pour des raisons historiques liées à comment cette électrification était entamée, le tarif qui est opéré dans ces zones est relativement plus élevé que le tarif en monde rural. La qualité de service est relativement plus faible puisque les populations paient mensuellement et paient pratiquement 50% plus cher. Nous sommes en train de vouloir corriger en essayant de faire en sorte que toutes les populations sénégalaises, pour des raisons d'équité et parce qu'on est un peuple, un même but, donc qu'on ait les mêmes droits. Et donc, que ça soit qu'on soit en campagne ou en zone urbaine. Pour ces raisons, effectivement, il y aura modification des barèmes, des tarifs, mais pour d'abord aller dans le sens d'une meilleure équité au niveau national et fournir davantage d'électricité au monde rural. D'accord. Alors, le mix énergétique également, on en parle, c'est l'option choisie. Hein, et c'est un choix qui devrait normalement aussi impacter
entraîner une sorte de baisse du kilowattheure. En vérité, c'est ce que les ménages ou les entreprises réclament. Oui, baisse du kilowattheure, déjà nous pouvons dire de manière indirecte par les effets indus et indirects de l'amélioration de la qualité du service. Il y a le pouvoir d'achat de chacun d'entre nous qui s'en ressent considérablement. Ceux qui devaient mener leur activité en faisant fonctionner des groupes ou en achetant des chandelles la nuit ou autre, maintenant bénéficient de manière directe de l'amélioration de la qualité. Ça veut dire quoi? Qui ne payent pas cher? Qui payent moins cher, puisque ceux qui devaient avoir... quand même cher, les sociétés privées qui devraient, qui devriez avoir, RTS, qui devrait avoir un groupe avec du kérosène entretenu régulièrement, aujourd'hui, disons que votre poste énergie vous revient beaucoup moins cher avec une meilleure qualité de service. Pour le mix énergétique, hier, il y a 3 ou 4 jours, le 24 août, on a lancé un appel d'offres, un appel à préqualification, et on espère que dans quelques jours, dans quelques semaines, cette semaine, on aura suffisamment d'entreprises qui vont déposer pour pouvoir compétir sur 100 MW. On va avoir 100 MW de solaire qui seront répartis sur 3 sites, et on espère des coûts tellement compétitifs, on espère, parce que les tendances du marché sont dans ce sens, qu'on pourra effectivement envisager une baisse des coûts. Mais je répète encore une fois, il faut faire en sorte que, dans un premier temps, on entraîne le monde rural à payer les mêmes tarifs que le monde urbain et qu'il y ait davantage de Sénégalais à accéder à l'électricité. Et ça a un coût pour la société globalement prise. Donc ce coût, chacun d'entre nous devrait accepter de le payer un peu. Je veux dire, à prix constant pour nous autres citadins, que la moitié du pays puisse avoir accès à l'électricité au même coût et en payant bimensuellement au lieu de bimestriellement plutôt au lieu de mensuellement. C'est quand même un effort de solidarité nationale important. C'est pourquoi vous nous avez vus ces dernières semaines. En passant, je souligne que je lui dire pendant cet incident que nous étions en train de dormir, que le Sénégal était... Vous étiez en vacances? Non, les gens ont objectif. Nous ont vus, je ne vais pas dire par moi et par vous, mais à travers le pays pour visiter les chantiers d'électrification. Vous n'avez pas été surpris? Et durant quand ce genre d'incident survient, je viens de l'aviation, je sais un peu la gestion des crises majeures, que ce n'est pas ce qui se passe au-devant de la scène qui importe. Ce sont les techniciens qui sont en train de faire en sorte de se battre dans le poste pour pouvoir remettre. C'est les techniciens qui sont au dispatching de Mbao, qui voient que tout le pays est en noir, mais que seul Kawon fonctionne et qui essaie progressivement de ramener avec difficulté. Et c'est l'état-major derrière qui apporte le soutien nécessaire s'il fallait besoin d'un peu plus de sapeurs-pompiers, etc. Donc, nous avons suivi minute par minute le déroulement de cet incident regrettable. Et je dois insister sur ce fait, qu'un gouvernement a des responsabilités, mais encore une fois, les populations ont des responsabilités. Bien sûr. Si cet incident s'était produit en plein jour, avec ce que j'ai vu comme impact, des poteaux tordus, des lignes à haute tension sectionnées et éparpillées, il y aurait pu avoir des situations beaucoup plus graves. Donc, nous invitons nos populations à s'éloigner des lignes à haute tension, à éviter de se mettre sous ces lignes-là ou avoir des activités. Il y a un volet important dans votre ministère, le développement des énergies renouvelables. On n'en parle pas beaucoup, mais récemment, on a vu, je pense, dans le Waalo, inaugurer une centrale solaire. Qu'est-ce que ça va régler concrètement? Visiter le chantier d'une centrale solaire, on espère que le président va l'inaugurer dans 2 mois. Et comme je dis, on est en train de lancer une centrale de 100 mégas, peut-être sur 3 sites, peut-être 3 centrales. Ce que ça apporte, c'est que d'abord, l'énergie verte, c'est l'avenir. Parce que les énergies fournies à partir des sources fossiles comme le pétrole et autres, on a vu ce que ça donne pour la dégradation de la nature. Mais plus sérieusement, c'est que nous pouvons, dans le cadre des énergies renouvelables, comme le biogaz, que j'aime beaucoup citer, avoir des écosystèmes et produire nous-mêmes. C'est-à-dire, vous avez un biodigesteur, vous avez des vaches, vous produisez du gaz,
pour la cuisson. Vous avez vu peut-être les reportages qui ont été faits là-dessus. Vous avez de l'engrais, un fertilisant très puissant qui améliore fortement le rendement et qui vous permet éventuellement de pouvoir faire des cultures fourragères ou d'améliorer, en tout cas d'être en situation de nourrir vos vaches ou de faire des cultures maraîchères plus rentables, etc. Donc, nous avons là un processus vertueux et qui est durable parce qu'il est beaucoup plus meilleur pour les sols. Parce que les engrais chimiques, comme on le sait, détruisent les sols à long terme, alors que ces engrais obtenus à travers les biodigesteurs sont des engrais tout à fait meilleurs et à fort impact sur le sol. Donc nous sommes en train d'améliorer, de développer le solaire. On a des motopompes solaires un peu partout maintenant, y compris à Kayar où on a fait l'expérience avec une forte valorisation pour le revenu des populations. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, on parle de la découverte de pétrole maintenant au large de nos côtes. Je le mentionnais en début d'émission, il y a beaucoup de bruit sur lequel nous allons d'ailleurs revenir. Mais d'abord, il semble que votre ministère, ou dans votre ministère, s'enchaîne avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs des nouvelles sur la révision de la hausse des estimations. Cela augure-t-il pour le Sénégal de profits substantiels à la phase d'exploitation maintenant? Oui, on a tour à tour découvert du pétrole et du gaz en des quantités relativement importantes. Nous sommes dans la phase d'évaluation. Le pétrole et le gaz, de toute façon, les hydrocarbures, il y a plusieurs phases. C'est important de le préciser dès le départ pour la suite de nos échanges. Il y a la phase de prospection ou de recherche. Une fois qu'on a trouvé, souvent on ne trouve pas. Et une fois qu'on a trouvé, on fait l'évaluation. Ici, on a trouvé. Ici, en l'occurrence, on a trouvé. Oui. Après avoir foré 160 puits où on n'a rien trouvé, depuis 1957. Okay. De 1957 en 2012, on a cherché, on a dépensé plus de 500 milliards de francs CFA à faire des puits. Des entreprises sont venues, parmi les plus grandes, Exxon, Shell, etc., sont reparties sans rien trouver. Donc, il ne faut pas oublier cette séquence qui est importante pour la compréhension de la suite. Mais une fois qu'on a trouvé, on fait de l'évaluation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut trouver du pétrole, comme on en a trouvé en Casamance il y a plus de 20 ans ou 30 ans, mais que ce ne soit pas exploitable, ou que ce ne soit pas en quantité suffisante, comme c'était le cas à Gadiaga. Donc on évalue. On évalue les caractéristiques du jugement de manière à dire que si c'est exploitable dans des conditions rentables. Parce qu'on peut trouver des puits qui sont épars et le pétrole n'est pas suffisamment connecté, etc., pour pouvoir circuler correctement et pouvoir être pompé dans des conditions de rentabilité. L'évaluation, donc. On est dans cette phase qui peut prendre, selon les textes qui sont prévus, 2 ans. Oui. C'est dans nos textes, dans notre réglementation. Et après, seulement l'évaluation, on pourra certifier qu'on a tel volume avec une possibilité de recouvrir tel pourcentage. Parce qu'il est rare qu'on recouvre plus de 40% de ce qu'on a trouvé. Il est rare qu'on recouvre plus de 40%. Ça aussi, c'est un point important. Et après cette phase, donc, on peut dire, comme on a un potentiel de temps réparti de telle façon, on peut concevoir les installations nécessaires pour pouvoir récupérer ce pétrole ou ce gaz et le mettre sur le marché. Okay. Alors, nous sommes dans cette phase, et dans cette phase-là d'évaluation, on continue en même temps les opérations de forage, on trouve d'autres, on améliore un peu la connaissance du jugement et on peut réviser à la hausse ou à la baisse, heureusement ici en l'occurrence. Ce que vous dites est intéressant, il est rare qu'on recouvre plus de 40% de la découverte. C'est une règle ou quoi? C'est quoi? C'est que le pétrole, comme le gaz, c'est des fluides qui sont enfermés dans des réservoirs et plus ou moins poreux et plus ou moins perméables. Si ce n'est pas suffisamment poreux, c'est comme si vous avez une éponge ou un caillou. Mais si vous avez une éponge que vous pressez bien, vous recouvrez une partie du liquide qui est à l'intérieur. Vous avez un caillou, c'est un peu plus difficile, il faut pomper. Donc c'est un peu des données géophysiques sur lesquelles moi-même je ne suis pas trop d'accord, à l'aise. Voilà. Mais il y a quand même un débat, j'en parlais tout à l'heure, instauré par certains, je cite l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye ou l'inspecteur des impôts Ousmane Sonko, débat donc autour de la transparence de cette étape.
hein, du processus. Alors, est-ce qu'il y aurait une gestion opaque dans cette affaire-là? Non, il n'y a aucune gestion opaque dans cette affaire. Je vais essayer très rapidement, durant notre discussion, de lever 3 équivoques. Okay. Sur l'opacité, sur les ressources, sur les mannes financières qui auraient été collectées et sur au moins ces 2 points. Le partage, par exemple. Le partage. Oui. Allons-y sur la transparence. Oui. Sur la transparence, je vais vous dire, nous sommes un pays qui s'est doté souverainement d'une législation et de règlements relatifs à l'exploitation, à la recherche, à l'exploitation et au développement du pétrole ou du gaz. C'est une loi, la loi fondamentale, en l'occurrence, c'est la loi 98-05 de 1998, janvier 1998. Je souligne parce que c'est sous le régime socialiste, qui a été établie après plusieurs autres lois et après plusieurs benchmarks études dans différents pays. C'est une loi qui me semble, et qui semble, de l'avis des experts, relativement bonne, avec un décret d'application qui précise dans quelles conditions on entre en association ou on contracte avec les sociétés. Je vais vous donner un contrat, puisqu'on parle d'opacité. Le contrat, par exemple, de Petro-Tim, dont on parle souvent, que Cosmos a rejoint. Cosmos, d'ailleurs, qui, soit dit en passant, parce que c'est une société cotée en bourse américaine et qui, suivant les lois américaines, est obligée de faire régulièrement des rapports. Vous pouvez visiter son site. Ce contrat-là, en français, vous le trouverez en anglais dans le site de Cosmos. Pourquoi ce contrat est libellé? Chaque terme de ce contrat obéit à une loi et à des décrets dont on s'est librement doté. Je veux dire, le peuple sénégalais souverain, à travers sa représentation parlementaire, a voté la loi. Et on a mis en place des décrets qui disent dans quelles conditions on permet aux gens de faire de la recherche, de l'exploration, du développement, comment se font les partages. D'accord. Une fois qu'on a des sociétés qui arrivent et qui veulent faire de l'exploration au Sénégal, il y a des dispositions pour que ce fait soit acté. Et je suis désolé de dire que le débat posé par l'ancien Premier ministre n'en est pas un en réalité. Pourquoi? Puisque lui-même dit que, conformément au décret 98-810, lui-même dit qu'il y a eu des décrets pour pouvoir valider les permis qui ont été approuvés par le ministre de l'Énergie en 2012. Un décret est réputé être publié au journal officiel. Et conformément à l'article 13 du décret 810, donc fixant les modalités et conditions d'application de la loi portant code pétrolier, cet article 13 dit le décret octroyant un permis de recherche d'hydrocarbures ainsi que la convention sont publiés au journal officiel. Donc les décrets en question, 597, 596, 597 de juin 2016, de mémoire je cite comme ça, ont dû être publiés au journal, ou auraient dû être. Par qui? Par les services de la primature. Premier point. Et d'ailleurs, j'ai fait une recherche, je n'ai pas pu retrouver dans le site du journal officiel ces éléments, mais j'ai pu au moins retrouver un autre décret tout aussi intéressant sur cette question. C'est un décret qui, j'allais dire, prolonge un peu les fameux contrat Petro-Tim Cosmos, parce qu'il modifie, c'est le décret numéro 2013-1155 du 23 août 2013, c'est-à-dire un an après les premiers décrets validant les contrats Petro-Tim. Un an après. Notez bien, c'est important parce que les premiers décrets datent de 597, datent de juin 2016. 29 juin 2012 plutôt. 2012. Non, excusez-moi. Pour être très précis, parce que là, en l'occurrence, il s'agit d'être très précis. Donc, le décret de juin 2013, l'un d'eux, a été modifié pour prolonger la période initiale. C'est-à-dire la période dans laquelle la recherche Petro-Tim est autorisée à faire la recherche. Un an après. Deuxièmement, quand on approuve un décret, quand on appose sa signature, on doit le faire après avoir fait toutes les diligences nécessaires. Il ne faut pas 2 ans, 3 ans, 5 ans après venir dire qu'il y avait des informations qui m'échappaient. Parce qu'une signature, c'est important.
Et en plus, parmi les éléments... Vous voulez dire quoi? Que lui-même avait signé à l'époque? Oui, il avait signé à l'époque. Mais parmi les éléments nécessaires à la signature ou à la validité de ce permis, figure article 8 du décret, un certain nombre de choses, la raison sociale, la forme juridique et le siège de l'entreprise, les statuts et les derniers bilans, rapport annuel, mais surtout, point E, les prénoms et noms des dirigeants. Donc on ne peut pas signer sans savoir les prénoms et noms des dirigeants. Normalement, quand on... Parce que la responsabilité du ministre de l'Énergie dans l'instruction du dossier est claire. Et la responsabilité du Premier ministre aussi, qui introduit le dossier en Conseil des ministres, est claire. C'est-à-dire que s'il appose sa signature, c'est qu'il présume et il atteste que l'ensemble des diligences qui auraient dû être faites pour que le contrat puisse avoir la sanction du Premier ministre et du Président, ces diligences ont été remplies. D'accord. De mon point de vue, c'est aussi simple que ça. Oui, mais apparemment, il y a un problème pour ceux qui soulèvent ce débat. Et je présume d'ailleurs que, j'ajoute que d'ailleurs, il n'y a aucun problème de transparence. C'est sur le site de, ça là, c'est sur le site de Cosmos. D'accord. Vous voulez, on vous le donne, je vous donne tous les liens nécessaires. Donc l'information est accessible. Je vous donne tous les liens nécessaires pour retrouver toutes ces informations. Mais apparemment, eux, ils semblent un peu, voilà, préoccupés par peut-être l'implication du frère du président de la République. Ça, oui. Est-ce que vous avez peut-être une précision à faire là-dessus? L'implication du frère du président de la République, ça semble être la clause qui remettrait en cause la validité du processus. Bien. Alors, juridiquement, du point de vue juridique, s'il y avait un hiatus sur lequel, qui remettrait en cause ce contrat-là, croyez-moi, on va l'attaquer. En tout cas, moi, je vais l'attaquer. Okay. Juridiquement, il n'y a aucun hiatus. Toutes les procédures y afférentes ont suivi les formes et les normes requises en la matière. Je précise au passage d'ailleurs qu'il a été initié sous l'Ancien Régime parce que le contrat avec Cosmos là, que vous avez a été signé en janvier 2012. Oui. Avant donc l'arrivée du... Avant donc l'alternance. Oui. Ça c'est juste une anecdote au passant. Okay. Donc toutes les clauses et normes et règles juridiques ont été respectées, excusez-moi. Maintenant, on pose un problème moral, d'ordre moral, d'ordre éthique. Ça peut gêner certains, il n'y a aucun souci. Mais nous, ce qui nous intéresse en l'occurrence ici, c'est est-ce que les règles et les voies et les lois ont été respectées. Moi, je ne peux pas m'attaquer à des trucs sur des considérations morales. Au jour d'aujourd'hui, on a 3 conventions établies sur lesquelles on est en train de discuter. Il y a des chances que certaines soient répudiées. Il y a des mises en demeure égards parce qu'il y a des dispositions qui n'ont pas été respectées. Et quels que soient les gérants qui auraient été à l'origine de manquements sur ces questions-là, nous appliquerions les mêmes règles. Parfait. Maintenant, deuxième point ou deuxième volet qui peut-être mérite d'être édifié. Mais j'insiste beaucoup. Oui. J'insiste beaucoup. 2013, on a un décret qui vient 1 an après, qui valide a posteriori, qui valide, c'était valide, mais qui améliore certains points sur ce décret. Il n'y avait pas encore de remise en cause. Et 1 an après, on se dit, on ne sait pas qui gère quoi. Il y a un problème. Il y a un problème, d'accord. Alors, combien avez-vous reçu, pour terminer ma question? Parce que là aussi, il y a des suspicions. Voilà. Disant que oui, vous avez reçu tant de milliards, etc. Suspicions fondées sur le fait que la plupart des gens qui parlent en toute mauvaise foi. Je suis désolé de dire ce mot-là parce qu'on nous a accusés de tous les maux d'Israël, toutes les plaies d'Israël. Vous prenez le contrat, tout ce qui est obligation des co-contractants, de Petrotim, de Cosmos, de Kern, de tout ce que vous voulez, c'est expliqué. C'est des obligations de travaux. Je rappelle, M. Nying, que de 1957 à 2012, sur le même bloc de Sangomar dont on parle là, plusieurs grandes compagnies sont venues et n'ont rien trouvé. Rien. Elles ont dépensé
des milliards. Un puits de forage coûte au moins 5 milliards, 4 milliards de francs CFA, ça dépend des profondeurs, etc. Elles ont dépensé, elles n'ont rien trouvé. Elles ont fait beaucoup de sismiques. Les sismiques, c'est des sortes d'échographies, de scanners qu'on fait sur le fond maritime ou en surface, sur la terre, en terre ferme, pour pouvoir avoir des indices de présence d'hydrocarbures. Elles en ont fait beaucoup, pour près de 70 000 kilomètres. Elles n'ont rien trouvé, mais ça a enrichi la connaissance de notre bassin sédimentaire, n'est-ce pas? Alors, vous voulez que des gens qui viennent, qui cherchent, qui ne trouvent rien, et qui prennent encore le risque de venir chercher, sans être sûr de trouver, vous paient. Mais dans quel monde a-t-on vu des gens qui prennent le risque de faire des recherches pétrolières avec 10%, dans le monde, 10% seulement des puits creusés s'avèrent être des puits productifs. Et comment peut-on expliquer que des gens paient de l'argent pour ça? Je vais y revenir en plus en détail, mais je parle d'un problème de principe. Je rappelle, sur le bloc de Sangomar, on a trouvé le pétrole. De 1957 à nos jours, 1958 à nos jours, il y a eu au moins, la plupart des grandes compagnies sont passées. Exxon, Shell, Husky, Osley, Marathon, Vanoco Energy sont passés, ont cherché, n'ont rien trouvé. Sur le bloc de Saint-Louis et de Kayar, où on a trouvé le gaz, la même chose. Des sociétés sont passées, Shell, etc. N'ont rien trouvé. Parce que, et au total, on a creusé encore une fois 160, à peu près plus de 150 en tout cas puits de forage, qui coûtent autour de 2 milliards, 3 milliards, ça dépend des profondeurs. Plus de 500 milliards en tout cas de nos francs CFA ont été dépensés en pure perte pour les compagnies. Mais pour nous, ça a amélioré les données que Petrosen garde et revend à d'autres qui veulent venir chercher pour connaître mieux la zone et savoir où mieux viser. Donc, quelles sont les obligations quand on vient? Les obligations, c'est des obligations de travaux. On vous dit, on vous donne 3 ans initiaux, une période initiale de 3 ans. Vous devez faire des sismiques, tant de kilomètres, c'est-à-dire l'échographie du bassin, voir de la zone qu'on vous a donnée, voir un peu comment elle se présente, est-ce qu'il y a des indices. Si vous voulez, au bout de ces 3 ans, vous rendez, vous partez. Si vous ne voulez pas, si vous voulez rester, vous continuez pour 2 ans. Là, alors, au lieu de sismique, vous avez, en plus des sismiques à améliorer, un puits de forage. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de pousser les gens à trouver le pétrole. Ce n'est pas de prendre 1 milliard ici, 2 milliards là, ça ne nous sert à rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver du pétrole ou du gaz. Si vous n'en trouvez pas au bout de la 2e période, la 3e période, vous avez également une obligation de forer un puits, mais de faire une sismique 3D qui est encore plus importante et pour des valeurs, pour des volumes plus importants. Je peux vous donner des exemples s'il y a lieu, mais on ne peut pas entrer dans ce détail. Mais tout cela a un coût, n'est-ce pas? Et tout cela a un coût. Et maintenant, c'est quand ces sociétés n'opèrent pas, ne font pas face à leurs engagements, qu'évidemment, il y a des pénalités qui leur sont infligées. Qui leur sont infligées. L'article 7 du contrat parle des obligations de travaux de recherche. Vous ne verrez nulle part là-dedans des obligations en termes de milliards de francs CFA, de paiement ou de location. Donc, ces obligations, elles sont là, détaillées, pour le contrat qui nous intéresse. Et chaque contrat spécifie un peu. On peut être plus ferme avec quelques-uns, moins ferme avec d'autres. C'est pourquoi, d'ailleurs, parfois, on ne veut pas trop que les contrats, j'y reviendrai, soient publiés comme ça, parce que ça réduit notre capacité de négociation. Mais justement, aussi, c'est là le problème, parce que certains observateurs le signalent. Là aussi, vous avez le contrat, désormais, vous aurez tous les contrats. Je veux dire, le gouvernement du Sénégal gagnerait peut-être à publier, parce que il n'y a rien à cacher, non? Il n'y a rien à cacher. Et je viens de vous donner, et je donnerai à ceux qui veulent, parce que l'article 13, encore une fois, du décret 810
fixant les conditions d'application du code pétrolier dit bien qu'on doit publier au journal officiel les contrats. Les contrats, ça fait partie. Donc, de quoi il s'agit maintenant en termes de finances gagnées? Oui. C'est extrêmement simple. Là également, c'est dans le contrat. On n'invente rien. Comme ça, les gens qui spéculent dans tous les sens, sur des milliards reçus. Vont se taire. Mais par parenthèse, par exemple, pour ceux qui parlent de Tender, Tender a 2 blocs, Saloum et Sénégal Sud Offshore. Ces 2 blocs, c'est les obligations de travaux dont j'ai parlé tantôt, qui en face, comme vous le voyez ici, je peux citer un exemple, c'est des obligations de travaux de faire par exemple 2500 km² de sismique 3D pour un investissement minimum de 8 millions de dollars US, ainsi de suite, sur chaque période. C'est ces obligations qui, totalisées, font 22 milliards de francs CFA pour les 2 blocs. Alors les gens croient qu'on a pris cet argent-là ou qu'on reçoit cet argent. Non, c'est des obligations que les gens aillent chercher des bateaux, faire de la sismique, chercher des bateaux pour faire des forages. Maintenant, si à l'issue des périodes, elles ne font pas face à ces obligations, oui, on a des pénalités à leur appliquer. C'est ça le mode de fonctionnement de l'affaire. Il faut bien comprendre et ne pas faire de confusion. Okay. En ce qui concerne les éventuels prélèvements, on a ce qu'on appelle loyer superficiel. C'était des montants. Je dois dire que le principe, c'était que quand on a créé Petrosen, on s'est dit il faut bien que Petrosen puisse vivre, subsister et pouvoir aller faire de la promotion de notre bassin sédimentaire, mais également disposer d'un peu de ressources pour pouvoir faire tous les travaux, les recherches, etc., s'équiper pour. Et ça, le budget de l'État du Sénégal, si on y comptait seulement, ça allait être très compliqué, ça n'allait pas être très souple. Donc, on a dit, on accorde des loyers superficiels. Même les loyers superficiels, le principe, c'est que durant la période initiale de recherche, c'est 5 $ US par km². C'est 3 fois rien. Quand vous avez 30 000 km², vous pouvez voir à peu près. Et on essaie de rendre ça progressif pour que les gens ne restent pas trop longtemps. À la dernière période, c'est 15 $ US par km². Le principe, c'est d'inciter les gens plutôt à essayer de trouver très rapidement ou à sortir quand ils ne trouvent pas. C'est pourquoi il y a ce progrès. Ensuite, il y a maintenant des frais de formation ou de promotion qui sont au total, pour chaque période, à peu près, si ma mémoire est bonne, je ne peux pas passer, pas passer en revue ici, selon la mission universelle, qui sont de 100 millions de francs CFA, 200 millions de francs CFA par période. D'accord. En définitive, donc, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on va retenir dans ces suspicions autour des milliards retenus? Je veux dire, si vous n'avez pas, si vous récusez ces informations qui sont distillées concernant ce que le gouvernement reçoit, vous mettez quoi sur la table? J'allais dire le contraire. Oui. J'allais dire ceux qui disent qu'on a reçu de l'argent devraient, ou qu'on reçoit de l'argent, la seule source pour recevoir de l'argent, c'est le Trésor. D'accord. Ou éventuellement pour l'argent dévolu à Petrosen. C'est de dire combien on a reçu, quand et par qui. Moi, je dis le contrat, il est là. Parfait. Et j'insiste, c'est de bon sens. N'importe quel Sénégalais et n'importe quel citoyen au monde peut comprendre que quelqu'un qui vient de dépenser son argent avec un risque de 10% de trouver. Jusqu'ici, dans l'histoire du Sénégal, les gens ont cherché, n'ont rien trouvé. Je vois mal comment il va vous donner des milliards. Parfait. Alors, parlons maintenant du partage plutôt de la production, où on note également quelques bruits ou quelques suspicions. Qu'est-ce qu'on doit savoir ici? Le partage de production aussi, nous sommes librement. C'est très facile de dire oui, le Sénégal ne gagne rien, mais nous avions eu d'autres législations. Nous sommes allés à travers le monde faire le benchmark, voir des pays qui, dans la situation du Sénégal, ne sont pas connus, ne sont pas connus pour être des pays pétroliers, n'ont pas le profil de pays avec un bassin pétrolifère, n'est-ce pas? Et on a essayé de faire en sorte d'inciter les gens à venir. Et on dit, quel est le meilleur équilibre à trouver pour inciter les gens, les amener à risquer leur argent, mais quand ils trouvent qu'ils aient un rendement qui vaille le risque qu'ils ont couru.
Ce n'est pas des rendements de 30%, 40%. Le taux de rendement dans cette affaire-là, tel que j'ai vu des calculs, les simulations qu'on a faites sur les premières découvertes, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que si vous donnez des rendements de 10%, le gars, il met ça dans un fonds de pension, il achète des actions de Sonatel ou British Telecom et il s'endort dessus. Pour qu'il vous risque, à venir dans votre société, il faut qu'il y ait un rendement. Comment se fait le partage? C'est écrit ici dans différents articles. La première chose qu'on fait, c'est qu'il est normal que l'association, que la société privée, dans sa globalité, qui est une association qui a découvert le pétrole, qui a investi pour la production, le pétrole ou le gaz, puisse recouvrer ses coûts. Bien. On confond souvent et on fait la simplification en disant le Sénégal n'a que 10%. Non. Le Sénégal a 10% dans cette association. Oui. Où il y a Petrosen forcément qui prend dès le départ 10% à titre gracieux. Ça veut dire qu'ils prendront 10%, même s'ils dormaient dans leur bureau. Ils ne participent ni au financement de la recherche, ni au financement du développement, ni au financement de l'exploitation. Ils auront quand même 10% des parts. Maintenant, si le Sénégal veut, il peut faire passer cette part de 10 à 20%. Donc, tout ce que l'association gagnera, le Sénégal aura 20% là-dedans. L'association, première chose, recouvre ses coûts. Si le Sénégal participe à 20%, 10% des coûts seront consentis par le Sénégal à travers Petrosen et vont être aussi concernés par le recouvrement des coûts. Une fois le coût recouvert, on dit ce qui reste de la production, la marge, j'allais dire, brute. Comment on partage? Suivant une grille qui est fixée non pas par Petrotrim ou Cosmos ou par le gouvernement, un gouvernement étranger, mais qui est fixée par notre contrat type. On dit inférieur à 30 000 barils, l'État du Sénégal à 35%, le contractant à 65%. Et ainsi de suite. Jusqu'à supérieur à 120 000 barils, l'État du Sénégal à 58%, le contractant à 42%. C'est l'article 22 du contrat. D'accord. Et on note que quand même, parfois, le Sénégal a plus et le contracteur... J'arrive. Ça, il faut y ajouter les 20%. Le contraire. Les 20%, oui. Dans les 65% du contractant, ou les, etc., il y a les 20% de Petrosen. On se suit. Dans les 65% du contractant ou les 60%, etc., Petrosen a 20%. D'accord. Après... Donc tout ce pourcentage ne va pas directement au contractant. Ça, c'est la part de l'État du Sénégal. D'accord. Dans la part du contractant, il y a toujours la partie une part de Petrosen. D'accord. Ensuite, l'État du Sénégal a des taxes et des impôts. On est en train de négocier aujourd'hui dur, etc., sur Cosmos, parce qu'il y a la Mauritanie et le Sénégal, c'est des régimes fiscaux différents, etc. Donc, dire que le Sénégal n'a que 10%... Donc cette part ne tient pas compte des impôts? Ni des impôts, ni des 20% de Petrosen. Donc on gagne plus. In fine, si par exemple on avait 200 000 barils de jour, nos simulations font que le Sénégal aurait 75% des revenus. D'accord. Si on cumule la part Petrosen, la part du Sénégal dans ce qui reste des recouvrements, les impôts et taxes diverses. Donc, là également, quel État et pour quel intérêt un État libre qui en 1998 se dote d'une législation, va-t-elle se dépouiller de ses recherches au profit d'étrangers qu'on ne connaît même pas a priori? En aucune manière, l'État ne va pas perdre dans cette histoire. Je dis encore une fois, ça au final. Mais je peux dire encore une fois, si cette loi n'est pas bonne, c'est une loi de 1998, 3 régimes, socialiste, libéral et libéralo-socialiste. Nous autres là, on discute déjà. Certains disent qu'on est libéraux. Bon, bref. Alors, républicain. Moi, je suis républicain, je suis socialiste, je suis sénégalais d'abord. Parfait, quel que soit le truc. Okay. Et moi, pourquoi je vais faire en sorte que quelqu'un qui est assis à Los Angeles là-bas ou à Paris là-bas, au bord de son yacht, va prendre... Vienne piller notre pourquoi ressource. Je vais l'accepter? Si cette loi n'est pas bonne, on n'a qu'à la challenger et proposer autre chose. Mais proposer autre chose qui fasse que les gens aient intérêt à venir
faire de la recherche sur nous. Parce que la meilleure façon, c'est de dire on garde tout pour nous, on ne fait rien pour les autres, mais en attendant, on ne trouvera pas les moyens d'exploiter. Au final, et c'est là que l'émission certainement va se terminer, on parle du pétrole en évoquant la transparence, en évoquant le coût, en évoquant le partage de la production. Toutes choses qui font dire à certains que, bon, finalement, est-ce qu'il ne faut pas craindre la malédiction du pétrole? Non, d'abord, vous savez, le monde est fait de risques, à mon avis. Et nous sommes un pays qui a, par ses institutions, par sa démocratie, par ce débat que nous menons, parce que dans beaucoup de pays où il y a le pétrole, les gens se réveillent un beau matin, on dit voilà, il a été décidé de faire ça. Où le pétrole est vendu à des compagnies pour 10 ans sans qu'on sache dans quelles conditions. Il est sain qu'on ait ce débat. C'est ça la résilience de notre pays. C'est bénéfique, oui. Mais il est sain qu'on ait ce débat sur des bases justes, sans pollution et sans du bruit qui ne correspond à aucune réalité. C'est-à-dire que les gens doivent se renseigner, chercher sérieusement et poser objectivement les choses. Parce que sinon aussi, le risque c'est quoi? Le risque c'est qu'une société comme Cosmos, qui publie, comme je dis, je ne fais pas leur publicité, mais je donne un exemple, puisqu'on est dans le débat, qui est sur la bourse de New York, qui est tenue à des... mais qui subit des attaques répétées au Sénégal, en disant, ouais, mais ils ont été attaqués par le fonds norvégien. Le fonds norvégien se retire de Cosmos parce que pour des pratiques frauduleuses et autres, et pour des raisons éthiques, alors qu'en réalité, il s'agit de toute autre chose. Le fonds norvégien s'est retiré de Cosmos, de Cairn et de beaucoup d'autres sociétés étrangères parce que ces sociétés traitent avec le Sahara occidental à travers le royaume du Maroc. C'est aussi simple que ça. Quand on se met donc à faire des spéculations outrancières sur tout et n'importe quoi, on pollue le débat et on rend le climat un peu nauséeux ou nauséabond dans le pays pour l'investisseur étranger, pour les étrangers, où on amplifie le risque pour le pays. Et les notes, les risques, les assurances vont suivre derrière. Donc, moi, je pense qu'en toute objectivité, ces contrats sont là. Ceux qui trouvent à y redire n'ont qu'à l'étudier et nous dire où il y a un problème. Et comment l'améliorer significativement. Mais comment l'améliorer pour que ça marche? Parce que le monde est un monde interconnecté. Si le gars ne peut pas avoir au Sénégal le taux de rentabilité qu'il veut, dans une industrie qui est très risquée, nous avons vu combien de compagnies pétrolières dans ce retournement des coûts mondiaux, beaucoup de compagnies qui étaient dans le gaz de schiste, dans le pétrole de schiste, ou bien qui avaient investi dans des projets gigantesques de pétroliers sont en train de partir en vrille. Donc, si vous voulez, croire que vos illusions jolies, soi-disant nationalistes, là, peuvent gouverner le monde et ignorer que quelqu'un qui met ses sous, il arbitre à partir de plusieurs propositions possibles. Les investir dans des banques, dans une compagnie aérienne, dans le pétrole ou dans les télécommunications, et que lui, il cherche un minimum de rentabilité relativement au risque. Si vous croyez que vous pouvez tout avoir, on ne peut pas tout avoir. C'est ça la vérité du monde. C'est ça les lois du monde. On veut jouer à ce... Maintenant, quand on aura nos premières ressources, qu'on aura capitalisé de l'expérience, qu'on aura nos compagnies nationales, on fera comme on fait certains pays africains, on pourra dire oui, on change maintenant la loi. Maintenant, celui qui vient, le Sénégal prend 51% dans l'association, parce qu'on aura les ressources nécessaires pour pouvoir payer les 51%. Vous savez combien coûte un bateau? Le bateau que j'avais visité là, combien il coûte de location par jour? 1 million. Et ces 1 million-là, c'est parce que c'est 1 million de dollars. De dollars? 600 millions de francs CFA par jour. Et cette location-là, c'est parce qu'aujourd'hui, tous les projets pétroliers et gaziers sont à l'arrêt parce que la conjoncture... Mais quand ça va repartir, le prix va significativement augmenter. C'est ça la vérité. On est dans un monde... D'accord. Donc on va retenir donc de l'exploration à l'exploitation ou la production, tout est encadré par des textes. Et pour terminer sur ce chapitre-là, nous avons trouvé des lois et des textes, nous ne faisons que passer. D'autres viendront certainement auditer tout ce qu'on a fait. C'est 25 ans hein, la concession accordée. Ils viendront auditer tout. Vous pensez qu'on est suicidaire
même s'il n'y avait pas cet audit-là, s'il n'y avait pas ces possibilités de vérifier, vous pensez qu'on aime moins notre pays que ceux qui parlent pour brader nos ressources? C'est notre pays. Vous pensez que les gens qui parlent là, ils sont plus nationalistes que nous, plus sénégalais que nous, qu'ils aiment mieux pour ce pays que nous et qu'ils seraient capables de le défendre mieux que nous? C'est absolument faux. Totalement faux. Et indépendamment de tout, je sais que nous ne faisons que passer. Dans 5 ans, comme moi je suis là à regarder ce que M. Karim Wade ou d'autres avaient signé ou autres là, d'autres viendront. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et ils verront. Donc nous ferons les choses à notre âme et conscience, clairement pour l'intérêt supérieur du Sénégal. Ça, c'est le président veille scrupuleusement dessus. C'est pourquoi il y a l'initiative ITE que lui-même, il suit de très près. Il a mis des hommes qu'il faut, comme son conseiller juridique, et nous travaillons dans ce cadre-là. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Thierno Alassane Sall, ministre, je le rappelle, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. Avec lui, nous sommes revenus, vous l'avez vu, sur 2 thèmes importants, l'électricité et la découverte de pétrole au Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être venu. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Oui. J'espère.